Les profils en forte demande, ils vont pas vous attendre pour évoluer dans leur carrière. Et effectivement, quand il y a beaucoup de concurrence, faut pouvoir aussi se démarquer. Comment tu gères si jamais tu es perdu dans la technique? Comment tu gères un entretien où tu te dis en fait là je maîtrise pas ce que me raconte le candidat? C'est des choses qui t'arrivent? Donc parfois c'est en amont du recrutement où on se dit le recrutement, il y a quelque chose au feeling, je connais mon équipe, je connais mon produit, ça va le faire. Mais en fait, si on n'est pas très méticuleux, méthodique et qu'on n'a pas ces étapes préliminaires, on risque quand même de se tromper ou d'être déçu ou de perdre du temps par la suite. Oui, il faut bien préparer le brief avec un recruteur, avec un manager. Il faut aussi bien se poser la question de son organisation et de son organisation cible. Où est-ce qu'on veut être dans plusieurs années? Où est-ce qu'on veut être dans plusieurs mois? Il faut être proche, je pense, des candidats et surtout rester bien proche des hiring managers aussi et se dire que le travail, on le fait d'abord pour eux, avec eux et bien garder ça en tête. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Pieds sur le Bureau. Je suis Paul Barat et chaque mois, je reçois des experts des ressources humaines pour décrypter les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Agathe Collinet, dirigeante d'un cabinet de recrutement. Agathe est passionnée du recrutement et très proche des candidats et au service de ses clients. Son truc à elle, c'est le recrutement des profils dits pénuriques, notamment dans la tech et le produit. Ces métiers où on pense toujours que c'est difficile de trouver des candidats. Mais selon elle, la guerre des talents n'existe plus. Les candidats sont là, il faut juste savoir comment leur parler et comment les attirer. Mais alors pourquoi a-t-on encore cette impression qu'il est difficile de recruter? Qu'est-ce qui bloque vraiment? Comment les entreprises peuvent s'adapter pour sortir du lot? On en discute dans un épisode qui bouscule les idées reçues. La guerre des talents n'aura pas lieu. On en parle tout de suite avec Agathe. Bonne écoute. Bienvenue Agathe. Merci Paul. Je suis ravi de t'accueillir dans le podcast. Je suis contente d'être là. Tu le sais, je te l'ai dit, on commence toujours nos podcasts dans Les Pieds sur le Bureau avec une petite tradition qui est le CV en moins d'1 minute. Du coup, si ça te va, on va commencer par ça et je lance un petit chronomètre pour que tu puisses te présenter. C'est parti. Allez, c'est parti quand tu veux. Écoute, si on commence par la formation, j'ai commencé par faire du droit. Après, je suis allée faire des ressources humaines internationales en Angleterre. J'ai commencé à travailler là-bas. J'ai commencé du coup dans un cabinet anglo-saxon de chasse spécialisé en informatique. Par la suite, j'ai eu l'occasion avec eux d'aller ouvrir un bureau à Barcelone. Et puis, j'ai fini par créer mon entreprise. Donc, ça fait 4 ans que j'accompagne avec My Talent Expert des entreprises dans le recrutement d'experts informatiques et ces mêmes experts informatiques pour pouvoir trouver la carrière de leurs rêves et trouver l'entreprise qui leur corresponde parfaitement. Trop bien, 30 secondes. Je sais que tu as un passé d'athlète de haut niveau, et notamment dans l'athlétisme, donc je comprends que tu sois allé aussi vite. Bravo Agathe. En tout cas, aujourd'hui, on parle d'un sujet, la guerre des talents. On se dit que c'est potentiellement quelque chose qui n'existe pas en réalité. Je lisais même un article juste avant qui disait que c'était un concept inventé par McKinsey en 98. Est-ce que il y a encore pourquoi on peut dire que la guerre des talents n'existe plus selon toi? Alors peut-être parce que c'est devenu un état du marché. C'est vrai que pour les profils dits talents, qu'on distingue parfois d'un candidat lambda, la guerre, ou en tout cas la concurrence a toujours été élevée, elle est encore plus aujourd'hui, donc peut-être que de parler de guerre, on pourrait juste dire que c'est le marché qui est comme ça. Sur certains profils en tension pénurique, où il y a plus de demandes des entreprises que de talents disponibles, c'est peut-être aussi une simple réalité où on voit quand même beaucoup d'entreprises réussir à mener leurs projets informatiques à bien, réussir à atteindre leur stratégie de recrutement quand ils ont la bonne approche et qu'ils arrivent à parler aux talents. Ouais, toi, tu as aussi cette spécialisation, d'autant plus sur des profils pénuriques. Mais c'est quelque chose quand même, on se dit, les talents sont là, le marché est peut-être moins tendu qu'à une époque. Aujourd'hui, on voit que les entreprises reçoivent probablement aussi plus de candidatures. Comment on explique encore cette perception qu'il est vraiment difficile de recruter encore aujourd'hui? Parce que le recrutement, c'est pas si compliqué, mais c'est complexe. Et qui dit complexité qui dit du coup expertise, spécialisation. Et en fait, il y a plein de petites étapes au niveau du recrutement qui sont toutes aussi importantes les unes que les autres, mais si elles sont toutes pas bien huilées et assemblées les unes ensemble, on n'arrivera pas à mener un candidat du début du process au bout du process jusqu'à une intégration réussie et évidemment une évolution dans l'entreprise sur le long terme. Donc parfois on a une vision short-termiste aussi du recrutement et de ses objectifs, et on oublie que le but c'est que les gens restent longtemps, fassent évoluer l'entreprise, évoluent avec l'entreprise, et du coup là on vient à se planter. Ou parfois aussi on a une vision peut-être à l'ancienne du recrutement, que ce soit en termes d'approche du marché ou peut-être même en termes d'outils. Et dans ce cadre-là, il est difficile de rivaliser avec des entreprises qui sont modernes et qui ont compris qu'aujourd'hui il fallait se renouveler aussi pour être attractif et pour avoir les bons outils pour pouvoir recruter efficacement. C'est encore plus présent dans ces constats-là, c'est encore plus fort dans le recrutement de profils informatiques
sur lesquels toi, tu es spécialisé? Les profils en forte demande, ils ne vont pas vous attendre pour évoluer dans leur carrière. Et effectivement, quand il y a beaucoup de concurrence, faut pouvoir aussi se démarquer. Donc je pense qu'il y a certains points qui sont des bonnes pratiques dans le recrutement, on va dire lambda. Et en recrutement pénurique, si on n'est pas excellent sur ces points-là, comme par exemple la réactivité au niveau du processus, c'est même pas la peine. C'est quoi les grosses erreurs du coup qu'on fait aujourd'hui, qu'on voit basiquement dans un process de recrutement qu'est-ce qui ressort selon toi pour expliquer que des entreprises aient ce sentiment qu'on est encore sur un marché très en tension avec une guerre des talents? Alors parfois c'est aussi l'approche en amont du recrutement. Donc parfois on se dit on va faire appel à des cabinets, on va faire appel à des solutions externes pour pouvoir remplir le pipe, comme on peut dire, donc avoir pour traduire aussi en français, avoir du coup des candidats qui sont intéressés par l'offre et qui vont rentrer dans le processus de recrutement. Sauf qu'en fait en amont on n'a peut-être pas assez bien défini aussi le besoin, pris en compte la culture de l'entreprise, défini aussi du coup tout ce qui est entretien structuré, rationalisé, et du coup on va peut-être avoir quelqu'un qui signe, mais pas quelqu'un qui va s'inscrire aussi dans la durée et avec lequel la collaboration va être optimale par la suite. Donc parfois c'est en amont du recrutement où on se dit le recrutement, il y a quelque chose au feeling, je connais mon équipe, je connais mon produit, ça va le faire, mais en fait si on n'est pas très méticuleux, méthodique et qu'on n'a pas ces étapes préliminaires, on risque quand même de se tromper ou d'être déçu ou de perdre du temps par la suite. Et après, il y a dans la structuration aussi du processus, où pareil, on se dit que d'avoir une super équipe ou un manager qui est bon en recrutement et des bons talents, ça va suffire aussi à les amener au bout du processus ou leur permettre d'avoir une expérience qui va leur donner envie de rejoindre l'entreprise et donner une bonne image. J'aime bien ce que tu dis sur le fait qu'un recrutement, il démarre bien en amont de recevoir des candidats. Je pense que c'est un élément qui est intéressant, qu'on a déjà vu un peu dans le podcast, c'est de se dire que oui, il faut bien préparer le brief avec un recruteur, avec un manager. Il faut aussi bien se poser la question de son organisation et de son organisation cible. Où est-ce qu'on veut être dans plusieurs années? Où est-ce qu'on veut être dans plusieurs mois? Comment vont évoluer les talents chez nous? Et puis, il y a un autre aspect qui est un peu ma question et que tu as très bien introduit, c'est aussi de se dire qu'un processus de recrutement, il peut commencer déjà à regarder son vivier de talents. C'est une étude qui est sortie, qui a été repartagée par Paul Bachelet notamment et Laurent Brouat sur LinkedIn, qui disait que je crois que c'est 44% des candidats recrutés étaient déjà dans l'ATS des entreprises. Donc il y a aussi ça qui se passe en amont, c'est déjà d'interroger son vivier. Est-ce qu'on a des candidats déjà disponibles, quoi? C'est certain, et en tant que recruteur externe, tu vois, donc j'ai différents types d'interventions avec les entreprises. Parfois, je viens sur de la mission long terme aussi, pour venir aussi travailler structurellement sur le recrutement chez eux, pour qu'ils puissent être autonomes ou indépendants par la suite. Et la première chose à faire, c'est de faire preuve d'humilité, et d'aller tout de suite regarder déjà la data existante, d'aller regarder le vivier, dans quel état il est aussi, et si c'est bien structuré, et si ça peut être exploitable, parce que parfois, en fait, ça ne l'est pas, où le recruteur va perdre tellement de temps et d'énergie qu'il faut mieux repartir sur une chasse, en fait, from scratch. Mais effectivement, aujourd'hui, l'intérêt quand même de la dématérialisation du recrutement et de tous les outils qui peuvent exister, c'est qu'on puisse aller rechercher de la donnée et exploiter aussi le travail du passé. Après, il faut avoir les ressources en interne, il faut avoir le temps, il faut avoir un bon système, et parfois, ça va être plus efficace de faire appel à quelqu'un d'externe parce que le travail en fait de fond n'est pas fait, ce n'est pas suivi dans une stratégie en fait long terme, donc juste du one shot, aller taper dans un vivier qui n'est pas travaillé, qui n'est pas exploité, le résultat derrière ne sera pas très satisfaisant. Ouais. Et du coup, pour toi, un recrutement, ça commence aussi en amont dans l'accompagnement de tes clients. S'ils prennent cette option de recrutement en externe, j'imagine que toi, ça commence par ça, un brief très précis pour t'assurer que tu vas chercher les candidats au bon endroit. Alors parfois, on est sur des compétences, sur des profils tellement pénuriques, stratégiques, pointus, que de toute façon, il faut mieux partir sur une chasse but en blanc. Mais parfois, j'ai des entreprises qui viennent me voir avec des problèmes en recrutement, qui veulent que en fait, je leur remplisse le part ou que je fasse de la magie d'une certaine façon. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, c'est pas forcément leur rendre service, ça les rend dépendants aussi de l'externe. Et finalement, il y a des huilages et des réglages à faire en interne qui pourraient être plus bénéfiques. Et si on est sur des recrutements assez volumiques ou des recrutements récurrents, dans ce cas-là, il faut peut-être mieux faire ce travail. Donc là, moi, c'est ce que je propose dans ces cas-là. Et dans ces cas-là, ce que je propose, c'est aussi de voir le recrutement comme un tout et de voir qu'il y a différentes stratégies quick win, plutôt long terme, mais en fait, d'avoir tout ensemble, on va dire dans la machine, ça reste souvent le plus efficace. Ouais, je vois. Et
qu'est-ce qui, du coup, dans ton approche ou même dans le recrutement en général, va faire la différence sur ces candidats on parlait en préparant l'épisode, tu me disais, c'est important déjà dès les messages d'approche, écrire pour eux, se concentrer sur contextualiser correctement l'offre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement qu'est-ce que ça veut dire écrire pour eux ? Alors ça va un petit peu dans l'évolution aussi philosophique je pense, du sens qu'on donne au travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne recherche pas seulement, sur tous les métiers en tension en fait, où ils ont beaucoup de choix, un salaire et puis des conditions de travail, on recherche aussi une mission intéressante, une mission qui nous parle, d'avoir une équipe peut-être avec laquelle il y a vraiment une vraie ambiance et pas seulement équipe géniale, soudée, tu vois, comme tu peux trouver sur toutes les annonces. Donc c'est de parler à la réalité des attentes des personnes aujourd'hui, c'est d'aller au-delà d'une fiche de poste juste avec des bullet points pour se projeter, et puis aussi de se dire que n'importe quelle population a des sujets de prédilection et des choses qui vont plus ou moins les animer. Donc par exemple en informatique, connaître bien les enjeux techniques et les enjeux stratégiques, l'impact business du projet informatique pour pouvoir aller l'expliquer aussi, et du coup de parler au cœur des personnes qui sont passionnées de ça, c'est le plus important. De la même façon que quelqu'un en finance, il sera intéressé par d'autres informations de l'entreprise ou par d'autres points du projet. Et c'est d'avoir une connaissance en fait précise de la population. Après, de savoir où aller les chercher, évidemment, pour qu'ils entendent le message. C'est pas seulement de savoir où trouver les candidats, mais c'est aussi de savoir comment leur parler et de trouver pour chaque population ce qui sera le plus intéressant dans ce que l'entreprise a à offrir. Et encore une fois, d'être dans une logique de sincérité, de pas seulement dire ce qu'on pense être vrai de notre entreprise, d'où le travail en amont qui est aussi important, et de pas seulement dire ce que les futurs salariés ont envie d'entendre, mais de parler de la réalité aussi des choses par rapport à un public donné. On parle souvent, que ce soit dans le podcast ou autre, on a beaucoup évoqué le lien qu'il peut y avoir parfois entre le recrutement et d'autres métiers, et notamment le recrutement et le marketing. Il y a un sujet un peu là-dedans qui est aussi pareil. Moi, je suis dans le marketing et j'ai cette logique de me dire comment je m'adresse à mon audience, qu'est-ce qui les intéresse. Ils sont probablement plus intéressés pour des sujets qui les concernent plutôt que présenter ce que je fais dans mon entreprise, ce que fait mon entreprise. Donc il y a aussi cette logique-là de se dire, ok, on parle plus pour eux que de nous. C'est des éléments importants, comprendre son audience au final, son persona, si on reprend des sujets que Charlène Emery notamment porte pas mal. C'est ça aussi, c'est important. Oui, exactement. Donc toi, par exemple, qui recrute pour Talent, tu es dans cette posture-là. Moi, j'ai cette posture-là quand, évidemment, je mets en avant le projet d'un client, mais j'ai aussi l'imposture inversée avec les candidats, où je suis un peu comme leur agent, comme leur coach. Donc, je fais aussi en sorte qu'ils puissent prendre conscience de leurs valeurs et de leurs talents, du coup, et de pouvoir aller l'exprimer au mieux auprès des entreprises pour trouver le meilleur match. Donc moi, ma casquette marketing, finalement, elle est dans les deux sens, et elle est aussi dans cet accompagnement que je fais aux talents. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les cabinets, même si on peut dire beaucoup de choses sur les cabinets, que certains cabinets, certaines façons traditionnelles de faire le recrutement a peut-être un peu moins le vent en poupe que ce qu'il ne fut. Par contre, c'est vrai que les candidats ont toujours ce besoin quand même de proximité, de personnalisation, de lien de confiance, et c'est ça qui vient faire la différence aussi aujourd'hui dans le recrutement, parce que les gens prennent des décisions sur les émotions plus que sur la raison, et une entreprise qui arrive à créer une communauté aussi autour d'elle, qui arrive à communiquer et avoir une marque employeur forte, tire du coup son épingle du jeu grâce à ça. Donc le marketing, oui, il est dans les deux sens, mais c'est plutôt encore une fois un lien finalement de sincérité pour trouver des personnes qui vont vraiment accrocher au projet et accrocher avec l'équipe. On le dit, il y a des boîtes qui choisissent de passer par des recrutements externes, d'autres qui l'internalisent. Qu'est-ce que toi t'apportes et même ce qu'on peut apporter aux entreprises qui ne passent pas forcément par des cabinets? Dans quelle mesure il faut être expert justement pour recruter un profil technique, un profil informatique, notamment quand on est recruteur? On l'a évoqué, on n'a pas forcément déjà beaucoup de formation dans le recrutement, mais on a encore moins de formation sur les sujets techniques typiquement. Dans quelle mesure on doit se former aux enjeux et aux techniques des candidats qu'on veut recruter? Alors, il y a 2 points sur lesquels il faut se former. Donc, déjà, se former sur le recrutement, comme on s'est dit, entretien structuré, coaching de carrière, etc. Et d'avoir aussi la connaissance des dynamiques d'évolution.
Parce qu'en fait, dans un secteur, tu as différentes passerelles, différentes possibilités, différentes stratégies, différents types aussi d'employeurs, donc de pouvoir conseiller le candidat sur ça. Donc ça, c'est très important, parce que par exemple, si tu es développeur et que demain, tu fais du recrutement, effectivement, tu pourras bien évaluer aussi le niveau technique des candidats, mais peut-être qu'en termes de recul sur le marché et de conseils en stratégie de carrière, tu seras un peu plus limité. Sur la partie après technique que tu mettais en avant, je pense qu'on apprend énormément sur le terrain. Tu vois, moi, par exemple, j'échange avec une centaine de personnes chaque semaine depuis 8 ans, donc en termes d'heures de contact, d'échanges, de questions que j'ai pu poser en direct avec des experts, c'est énorme. Donc forcément, tu connais aussi beaucoup de synergies. Si tu es très curieux, il faut toujours être dans une logique d'humilité à remettre en question ce que tu sais. Tu viens toujours en contact de nouveaux clients ou en contact de nouveaux candidats, apprendre aussi de nouvelles choses, comprendre des synergies entre des technologies, comprendre des synergies aussi entre des compétences, etc. Donc je pense que déjà, la proximité et le fait d'être toujours en contact avec un écosystème tech ciblé, forcément, ça te donne une spécialisation et ça te fait connaître aussi dans l'écosystème quelle boîte recrute telle compétence, où il y a telle technologie, etc. Et après, si tu veux pousser, tu peux faire des certifications, tu peux apprendre certaines bases aussi du développement. Mais je pense que déjà, ce qui est très important, c'est de comprendre l'humain, ses synergies et ses envies. Et après, au niveau de la technique, comprendre en fait les dynamiques et les synergies de carrière sur cette population et dans cette niche. Derrière, évidemment, en partenariat avec mon client, je suis là pour faire un premier filtre aussi technique et de niveau. Ça, tu peux le faire avec la recommandation, avec les contrôles de référence, les questions aussi sur certaines technologies ou certains secteurs que tu connais au bout d'un moment. Donc, tu vois comment la personne est capable de répondre, de démocratiser la technique, etc. Mais après, ça reste un travail collégial. Donc, c'est pas seulement moi qui dis vous allez le prendre, il est parfait, ça correspond. Le client est là aussi pour mettre ses filtres d'évaluation, échange avec les experts. C'est ça qui permet aussi pour moi d'évaluer le niveau technique attendu, parce que ça varie d'une entreprise à une autre. Mais je pense que c'est le tout en fait qu'il faut voir ensemble. Et finalement, c'est le contact avec les personnes du marché en permanence, parce que le marché évolue aussi. Et ce qui était vrai, moi tu vois, ça fait 8 ans que je fais ça, c'est pas non plus 30 ans, mais en même temps 8 ans, c'est assez pour me rendre compte qu'il y a 5 ans, il y a plein de choses qu'on faisait différemment, qu'il y avait des trajectoires de carrière qui étaient encore, qui avaient encore le vent en poupe, qui aujourd'hui peut-être sont en décélération, etc. Donc ça bouge vite, il faut être proche, je pense, des candidats, et surtout rester bien proche des hiring managers aussi, et se dire que le travail, on le fait d'abord pour eux, avec eux, et bien garder ça en tête. Ça fait une différence en entretien, toi tu le vois, ça fait une différence quand vraiment tu montres que tu maîtrises le sujet, notamment sur ces profils tech qui sont des profils qui jusqu'à présent étaient beaucoup chassés aussi, qui ont des opportunités de carrière parfois nombreuses. Est-ce que ça fait la différence de se dire ah ouais en fait là j'ai un recruteur ou une recruteuse qui est concernée, qui comprend le sujet quoi? Oui, ça fait la différence et tu vois, moi parfois j'ai un candidat qui est parfait pour mon offre au téléphone, mais en ayant un échange sincère et approfondi avec lui, je me rends compte qu'en fait c'est pas la meilleure option pour lui. Et même si j'ai pas la meilleure option dans mon portefeuille, je vais pas le conseiller absolument pour qu'il rentre en processus avec mon client. Et je vais dire voilà, par rapport à ce que tu me dis, en fait tu devrais peut-être plutôt investiguer cette direction, peut-être ce type d'entreprise. Et en fait, je lui réponds sincèrement en le conseillant comme si je conseillais par exemple quelqu'un de ma famille au regard des connaissances que j'ai et pas seulement dans mon intérêt. Et je pense que ça se sent. Je pense que c'est important. Et moi, je mets toujours aussi en avant la spécialisation. Tu vois, par exemple, j'ai beaucoup recruté en data. Je recrute beaucoup en data. Donc, je mets bien en avant aussi le fait que je connaisse bien ce secteur. Et puis, ça nous fait gagner du temps aussi parce que finalement, quand on échange, moi, je suis pas là pendant 1 heure à essayer de comprendre ce que la personne fait en ramant. Je vais pouvoir globalement comprendre ce qu'elle fait et puis après pouvoir me concentrer aussi sur le fond, à savoir ses envies, ses aspirations. Et ça, je trouve que c'est plus intéressant que de checker en fait et de mettre une note sur 0 à 5 sur des compétences. Ouais. J'allais te poser la question un peu, comment tu gères si jamais tu es perdu dans la technique, comment tu gères un entretien où tu te dis en fait là je maîtrise pas ce que me raconte le candidat, c'est des choses qui t'arrivent? En fait, ça peut arriver, notamment tu vois quand je suis passée à mon compte, au début je me suis essayé aussi sur des nouveautés et j'ai par exemple recruté pour de la mécatronique. Donc la mécatronique, c'est un mélange de mécanique, d'électronique, ça reste quelque chose de très pointu. On est quand même sur un métier technique, mais c'est pas l'informatique. Intellectuellement, ça a été très intéressant pour moi et du coup, j'ai vu que vite, si t'es dans la bonne posture, à poser beaucoup de questions, à faire des recherches, à te renseigner, à ne jamais te dire que tu sais, à toujours revalider aussi ce que t'as pu comprendre, derrière, t'as quand même une compréhension qui se construit assez vite. Après, évidemment, ça dépend de l'adaptabilité de chacun. Moi, j'aime bien quand même aujourd'hui pouvoir accompagner un client de A à Z sur ses profils informatiques. Mais par exemple, j'ai des confrères qui vont faire un seul
types de profils sur une seule technologie, par exemple des experts Salesforce, tu vois, même pas CRM global, juste des experts qui vont maîtriser ces technologies et ce produit. Donc ça dépend des appétences de chacun. Moi j'aime bien quand même avoir cette vision 360 de l'informatique, mais tu apprends vraiment au contact, si tu es très curieux, si tu aimes ça aussi. Tu vois, je me suis questionnée, parce que j'ai fait du droit, pourquoi ne pas être chasseur de tête en juridique, parce qu'il y en a aussi pas mal, des cabinets, mais du coup, moi j'avais vraiment envie d'apprendre aussi des nouvelles choses, et je me suis dit, parfois aussi, quand on a l'impression de commencer à zéro, on va beaucoup plus loin dans ce qu'on apprend que quand on a l'impression d'être déjà un peu expert finalement. Oui, bien sûr. On avait enregistré un épisode avec Carole David, qui est Talent Acquisition Manager chez Murphy, qui recrute des profils techniques, mais pas forcément informatiques, des techniciens de maintenance, de réparation d'électroménager, qui sont des profils qui sont aussi pénuriques. Et elle avait travaillé notamment sur une approche qui était intéressante d'entretien exploratoire, un peu de user research, comme on peut avoir dans le product management. Il y a aussi ça dans ce que tu dis, c'est tu l'as au fur et à mesure des entretiens que tu as, et tu as aussi parfois des échanges que tu peux éventuellement faire avec des candidats ou des professionnels d'un certain métier, juste pour toi apprendre et apprendre à mieux connaître cette audience-là. C'est sûr, et puis quand tu es curieux et passionné, les gens le sentent, et puis les gens qui sont passionnés ont envie de te répondre aussi. Ouais. Donc tu auras toujours un candidat qui sera très content de prendre le temps de t'expliquer, et tu peux lui en être reconnaissant, et ça c'est une bonne chose. Et d'autant plus que, si on revient sur cet aspect où parfois on peut se sentir un peu illégitime, parce que c'est des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément, qui ne sont pas dans notre scope de métier, etc. Au final, il y a aussi il y a cette partie technique, mais il y a aussi l'autre partie de l'entretien qui est, comme tu disais, plus basée sur le brief que tu as eu avec, en l'occurrence, ton client, ou quand c'est un recrutement en interne, ton hiring manager ou manager recruteur. C'est ça aussi, c'est essayer de bien définir, au-delà des aspects techniques, qu'est-ce que toi, en tant que recruteur, tu vas évaluer par rapport au brief que vous avez défini, la scorecard que vous avez définie en amont, etc. quoi. Oui, et puis les compétences, ça s'apprend. Alors que la personnalité, c'est quand même quelque chose d'assez intrinsèque, même si forcément tu peux évoluer, etc. Donc de savoir aussi évaluer la personnalité des gens et de les amener à se poser aussi les bonnes questions pour eux-mêmes, en fait, prendre connaissance et conscience de ce qu'ils font leurs personnes, ça c'est important, et puis c'est très, très enrichissant. Et ça, c'est pas finalement juste un questionnaire à remplir, parce que tu vois, parfois on rêve du recrutement hyper automatisé, hyper digitalisé, mais finalement, si les personnes venaient à remplir un questionnaire sur eux-mêmes, les questions ne seraient pas accurate, du coup j'ai le mot anglais, j'essaie de pas trop faire d'anglicisme, mais ne seraient pas aussi peut-être fidèles à la réalité de ce que toi, en tant qu'externe, tu peux peut-être analyser et voir de la personne, parce que les gens ont tendance à s'auto-censurer. Il y a quand même un gros manque de confiance en soi qu'on peut voir aussi sur le marché. Moi, je vois, tu vois, sur les annonces, parfois, tu mets juste un niveau d'anglais où ça a l'air, tu vois, assez élevé. Des gens qui parlent très bien ne vont pas postuler parce qu'ils se disent « Non, mais moi, je suis pas courant. » Bah, si, vous parlez couramment, professionnellement, par rapport à un français lambda, vu qu'on n'est pas très fort en langue. Donc, tu vois, c'est aussi donner confiance aux gens, parce qu'il y a beaucoup de barrières psychologiques qui viennent rentrer en compte dans le recrutement, et notamment pour avoir accès parfois à certains talents, des talents qui vont peut-être s'auto-censurer ou qui ne vont pas être dans une démarche active du marché. En tant que partenaire externe et de chasse, on amène aussi des talents qui ne sont pas à postuler, qui ne sont pas très visibles sur le marché, et qui nous font confiance à nous finalement pour leur présenter des opportunités qui correspondent vraiment à ce qu'ils ont envie de faire, et pas seulement techniquement. Ouais, tu parlais à l'instant du fait que le recrutement peut être accompagné de technologies. Toi, tu recrutes notamment sur ces profils techniques et ces profils informatiques. Quelle vision tu as, soit sur la digitalisation du recrutement, la tech dans le recrutement, et notamment sur les sujets qui sont un sujet qui est évidemment un sujet du moment, qui est l'IA. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que toi, ça a changé quelque chose aussi dans ton approche? On a parlé beaucoup de l'humain, de la personnalisation, mais est-ce que la tech, au final, t'aide aussi dans ces approches-là? Moi, la tech m'a aidé sur la partie automatisation, notamment, pour pouvoir me dégager du temps où je mettais quand même beaucoup de charge mentale, beaucoup d'énergie, et parfois un certain épuisement sur, tu vois, la prise de rendez-vous manuel, les relances, pour pouvoir me concentrer et justement mettre plus d'énergie sur l'accompagnement, sur l'écoute, sur le fait d'avoir du temps
aussi pour les candidats. Donc en soi, ça, je trouve ça super et c'est bénéfique. Aujourd'hui, tu as des liens pour prendre rendez-vous dans ton agenda. Quand tu planifies des dizaines et des dizaines et des dizaines d'entretiens par semaine, ça change énormément de choses. L'intelligence artificielle, bon, on est quand même un peu aux prémices de ce que ça peut être fait. Moi, je pense que ça va venir révolutionner plein de parties du recrutement, notamment le sourcing. Je pense qu'on aura d'ici pas si longtemps des possibilités d'appuyer sur un bouton et d'avoir quand même un premier extrait de vivier davantage qualifié, peut-être analyser la capacité de faire aussi automatiquement sans avoir besoin d'avoir cette connaissance du coup en tête, les liens entre les technologies, les liens entre les domaines, les métiers faits par la machine. On n'en est pas encore là. Après, ce que je peux voir là sur le court terme, c'est que ça vient parfois complexifier un peu le métier des recruteurs internes. Et moi, j'ai vu là récemment que j'avais des annonces où j'avais le triple, quadruple de candidatures par rapport à ce que je pouvais avoir précédemment, parce qu'il y a la possibilité de faire les candidatures simplifiées. Oui, bien sûr, du coup, en fait, tu as aussi beaucoup de touristes, des personnes qui ont tenté leur chance ou qui étaient un peu curieux, qui ont envoyé une candidature, mais qui ne sont pas dans une démarche sérieuse et active. Et ça fait perdre du coup beaucoup de temps aussi à l'entreprise, parce qu'in fine, il n'y a que quelqu'un qui est déjà dans une démarche aussi de vouloir changer, qui va pouvoir accepter une offre au bout de quelques jours. Oui, bien sûr, il y a des enjeux des deux côtés, à la fois de l'entreprise de s'adapter, les candidats eux aussi s'adaptent, comme tu le dis, soit avec des candidatures qui sont facilitées, mais même aussi des processus qui sont simplifiés par l'IA de leur côté. On parlait la dernière fois de la rédaction du CV qui correspond le mieux à une offre donnée. En fait, ça c'est maintenant, ça te prend 2 secondes de faire évoluer ton CV. Les lettres de motivation, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément beaucoup, mais mine de rien, c'est des choses qui sont, côté candidat, assez faciles de générer et de co-créer avec une IA. Nous, ce qu'on voit aussi, c'est que il y a un enjeu, tu le disais, ne pas être noyé dans la data aussi, ou ne pas être noyé dans les candidatures. Toi, l'IA ou la technologie, ça te permet encore une fois de gagner du temps pour te reconcentrer sur quelque chose qui est important, qui est au final voilà, l'échange humain. Quel impact ça peut avoir l'IA aussi sur l'expérience candidat? Est-ce que ça a un impact? Tu vois, on a parlé de matching, on a parlé de rédaction d'offres, ce genre de choses avec l'IA, mais quel impact ça peut avoir aussi sur l'expérience? Moi, ça me libère du temps, et pour les recruteurs internes, ça leur libère du temps aussi. Donc peut-être qu'à un moment où tu es un petit peu sous l'eau sur un pic de recrutement, le fait d'avoir de pouvoir déléguer certaines tâches à la machine, ça te permet justement d'être plus proche du candidat dans le processus, de t'appliquer peut-être un petit peu plus dans l'expression et dans la mise en avant de ta marque employeur. Donc c'est en ça où je pense que c'est quand même bénéfique sur le court terme, parce qu'il y a beaucoup de tâches administratives aujourd'hui côté RH, il y a beaucoup de tâches administratives dans les entreprises. Parfois la surmachinisation, ça fait qu'en fait il faut faire des reports, et puis il faut sortir ses stats, et en fait finalement ça peut être au détriment de l'opérationnel. Donc si on a quand même un système qui vient un petit peu optimiser ça et réduire certaines lenteurs, c'est positif, mais encore une fois, il faut que ça soit en fait pour le recruteur et pour l'expérience candidat, et pas seulement pour avoir tous les chiffres afin de fliquer l'activité RH, ou qu'en fait il y a un faux discours derrière l'utilisation de certains outils qui ne soient pas en fait au service de l'efficacité du recrutement, mais plutôt pour la supervision de la direction, où là finalement ça ne vient pas aider le recrutement plus que ça. Oui, bien sûr. Il y a un enjeu aussi qui est assez important dans l'expérience candidat, c'est le retour au candidat. J'imagine que c'est quelque chose sur lequel toi tu passes aussi du temps, étant donné que tu cultives un peu ce vivier de candidats. La technologie va aider aussi un peu là-dessus, sur le fait que voilà, en fait, on peut avoir des comptes rendus d'entretien un peu plus poussés, on va pouvoir requêter, que ce soit via l'IA ou d'autres requêtes plus simples, mais essayer de comprendre un petit peu comment faire un retour bien personnalisé à un candidat, qui soit positif ou négatif. Non, c'est certain, parce que tu imagines si tu gères tout avec un fichier Excel et que tu dois limite copier-coller une adresse mail pour faire un retour, c'est pas possible quand tu as des centaines, voire parfois des milliers de recrutements à faire. Donc pour ça, effectivement, ça permet plus de transparence. Après, aujourd'hui, pas assez de sociétés jouent le jeu. Il y a beaucoup de sociétés qui utilisent les outils du coup quand ça leur rend service, et quand c'est le give back et que c'est pour rendre service uniquement aux candidats ou à la relation qu'ils vont entretenir avec eux, là se loupe un peu. Et ça, c'est dommage. Et on en revient un peu à la question du début, où je te disais que
on voyait cette étude avec énormément de candidats qui sont déjà dans les outils ou dans les ATS des entreprises. On voit qu'il y a un vrai enjeu quand même à soigner son expérience candidat, même lors des process qui ne vont pas au bout ou des process sur lesquels on ne retient pas certains candidats, parce que c'est potentiellement des candidats de demain, quoi. Ouais, c'est des candidats, c'est peut-être aussi des clients, si tu es sur du B2C, donc pour ça c'est hyper important, c'est protéger ta marque aussi. Et puis c'est cette notion d'écosystème. En fait, on est interdépendants les uns des autres. Ouais. Aujourd'hui, tu le rencontres dans le cadre d'un processus, ça ne le fait pas pour X raisons. Demain, tu vas peut-être le rencontrer. Que ça soit en fait dans cette entreprise ou même dans une autre. Finalement, quand tu es dans un secteur et dans un domaine, les gens se retrouvent très fréquemment. Donc autant faire en sorte que ça se passe bien et que la personne aussi, même si elle n'a pas été retenue par l'entreprise, soit promotrice. Moi, j'ai travaillé avec des entreprises qui sont excellentes dans l'expérience candidat, dans l'accompagnement avant et après le processus. Et derrière, même les personnes à qui tu disais non, ils te remercient pour l'expérience, ils te remercient pour les échanges, et ils sont même contents, alors que derrière, ils n'ont pas forcément été retenus. Donc ça montre que c'est possible, et derrière, c'est l'effet boule de neige. Donc, quitte à bien faire les choses, faisons-les pour qu'elles rapportent du résultat, même si ce n'est pas pour un recrutement donné. Ouais, bien sûr. Ok. On va pas tarder à arriver à la fin de ce podcast, de cet épisode. C'est passé vite. Ça passe assez vite, mais peut-être si tu devais donner un conseil... tu le fais beaucoup aussi sur LinkedIn, tu essaies de prendre la parole. Si tu devais donner un conseil sur l'évolution du recrutement ou les gens qui perçoivent encore une forte tension ou une guerre des talents, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Le recrutement, c'est complexe, donc il faut avoir une approche, je pense, diversifiée. Je pense que souvent, on a tendance à entendre des acteurs qui vont un petit peu... prêcher pour leur paroisse, à savoir je fais de l'inbound, donc on va dire que les cabinets ça marche pas bien, je suis en cabinet, on va dire que l'inbound pour les postes peut-être pénuriques ça marche pas bien, je propose un ATS, donc je veux dire la solution c'est l'ATS, mais en fait la réalité elle est pas aussi manichéenne. La réalité c'est que pour ne pas ressentir une guerre des talents et pour attirer les talents qu'on souhaite comme on le veut et avec aussi le délai que l'on souhaite, c'est de voir le recrutement aussi finalement comme un écosystème où tout le monde est complémentaire, chaque solution vient apporter du coup une réponse à un problème, et pour avoir des recrutements aujourd'hui et demain et un rythme périn, le tout c'est d'avoir une approche multicanale, une approche variée, prendre soin de son vivier, avoir des cabinets de recrutement qui font de l'ultra-personnalisation, beaucoup de proximité pour certains postes à responsabilité stratégique, pénurique ou pour lesquels il faut aller très vite. Avoir aussi une équipe RH interne qui est formée aux nouvelles pratiques, mais aussi aux pratiques anciennes qui restent aussi importantes, notamment dans le care qu'on peut donner en candidat. Rester ouvert sur le futur et anticiper les changements que la technologie va apporter. Donc en fait, c'est complexe parce qu'il faut avoir l'envie d'assembler toutes ces briques et de les faire fonctionner ensemble. Ouais. Trop bien. Mais écoute, merci pour ce dernier élément, effectivement, sur l'importance de l'écosystème, l'importance aussi de l'interconnexion, parfois entre les outils, entre les méthodes. On n'est pas forcément, même dans cet écosystème recrutement, en guerre, cabinet contre recrutement interne, etc. Merci beaucoup, Agathe, pour ça. Et j'ai une dernière question qui est un peu la tradition aussi de clôture des épisodes, c'est la cooptation, le passage de témoin. Est-ce que tu as une personne que tu aimerais voir et entendre dans le podcast ? Vu que tu interviews beaucoup de recruteurs, peut-être que ça serait intéressant d'interviewer un hiring manager, mais qui a eu vraiment une place de choix dans le recrutement et qui a participé activement, main dans la main avec les RH, dans la structuration aussi en interne. Et du coup, peut-être un hiring manager de boîte tech. Ah, c'est une bonne idée, merci beaucoup Agathe. En vrai, c'est une très bonne idée. Ça permet aussi de voir un peu comment on collabore avec l'hiring manager quand on est recruteur. Merci beaucoup Agathe pour cet épisode, merci pour ce moment. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode des Pieds sur le bureau. Merci Paul, à bientôt. À bientôt.